présentation. Voilà, je suis vraiment très heureux de vous présenter donc, ce travail que nous avons fait là, sur l'île de Mayotte, donc dans l'océan Indien, à côté de nos amis, pas loin de nos amis réunionnais. Et puis surtout, d'en parler après les présentations auxquelles nous avons assisté, avec notamment toute la présentation, toutes les présentations d'architecture, et puis surtout la présentation de Franck sur le territoire, donc sur l'urbanisme. Et Franck a posé la question, et on a bien échangé dessus, de qu'est-ce qu'il y a avant, comment est-ce qu'on en arrive là. Et ce dont je vais vous parler, justement, c'est les questions de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mais de tout ce qui prépare, justement, de toutes les études qui préparent un territoire à son développement. Et comment arriver à ces démarches-là. Alors, donc on va spécifiquement parler à la fin d'une toute petite île qui s'appelle Petite Terre, et qui est donc une des îles qui composent Mayotte. Et donc c'est justement, alors Mayotte, alors Petite Terre vers un territoire résilient, c'est pour dire que c'est une proposition, que c'est une démarche pour essayer d'arriver justement à quelque chose par rapport à la situation donc, de l'île. Alors l'île de Mayotte, la voilà, hein, elle est donc perdue entre guillemets dans l'océan Indien. Elle n'est pas toute seule, parce qu'elle est accompagnée d'autres îles que vous voyez sur le côté, donc ça doit être ça, voilà. Non. Où est-ce qu'il est ton petit machin rouge? Ah, si, le voilà. Donc ça, c'est l'île de Mayotte. Et vous avez d'autres îles ici qui sont les Comores, qui sont juste à côté. Alors pour repérer où ça se trouve, voilà, donc on se situe ici, donc entre Madagascar et le Mozambique, donc dans le canal du Mozambique, et nos amis réunionnais qui tout à l'heure ont présenté, donc ils sont justement juste ici, là, de l'autre côté de Madagascar. Alors, Mayotte, justement, ça peut paraître étrange d'avoir ce territoire qui est une île française et qui se retrouve justement situé dans cette position entre tous ces pays. Alors, vous avez donc si on regarde un petit peu plus près, Mayotte fait donc partie de cet archipel, on va dire, géographique hein, des Comores, donc de tout cet ensemble-là. Mais historiquement, et on va commencer par ça, pourquoi est-ce que cette île est française? C'est parce que historiquement, le peuplement de Mayotte, donc qui est un pays musulman, hein, le peuplement de Mayotte a été un peu différent de celui des Comores. Et donc, il y avait des sultans, et il y avait donc des sultans aux Comores et un sultan à Mayotte. Et ils étaient un peu en guerre, tous les deux. Ils se faisaient un peu la guerre. Et notamment Mayotte, qui est tout petit, craignait l'envahissement donc, et la mainmise du sultan des Comores. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? En 1841, le sultan de Mayotte décide de vendre son île à la France. Et donc, du coup, en échange de la protection de la France contre son voisin mahorais. Et donc, finalement, la France s'installe dans cet espace et, comme pays hégémonique et pays colonialiste, a une sorte d'action et d'influence sur l'ensemble de l'espace, et d'ailleurs même colonise aussi Madagascar, la grande île de Madagascar à côté, une trentaine d'années après, et donc finalement a une gestion donc, de l'ensemble de cet espace-là. Madagascar en 1960, plus doucement, d'accord. Madagascar en 1960 devient indépendante par la guerre, et elle gagne donc son indépendance, et les autres îles donc, des Comores, elles restent sous la domination française. Alors, ceci dit, c'est loin. Ce sont des espaces musulmans qui sont loin de la France, loin de la culture française. Et donc, du coup, en 1976, la France organise un premier référendum donc sur l'ensemble de l'espace des Comores, y compris Mayotte, pour savoir si oui ou non, est-ce que vous voulez rester français ou est-ce que vous voulez devenir indépendant. Et cette différence culturelle et historique hein, du départ que j'ai présenté fait que les îles des Comores ont décidé de devenir indépendantes, donc avec leur drapeau que l'on voit, et Mayotte, elle, à 97,6%, a décidé de rester française. Donc du coup, le territoire, donc, étant français, a commencé à se structurer un petit peu, s'organiser avec des communes, avec des communautés de communes, avec un système qui commençait à s'intégrer dans la France. Mais la France continue à considérer que ce territoire-là est loin et n'a pas grand-chose à voir avec la France. Donc, alors qu'ils ont fait un premier référendum en 1976, ils en font un deuxième en 2009,
en disant à la population, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes certain que vous voulez rester français? C'est quand même assez... C'est quand même assez particulier. Et à ce deuxième référendum, la population répond oui, voilà, à plus de 95%. Donc, Mayotte, finalement, devient française complètement. En 2011, Mayotte est intégrée à la France comme 101e département français. Voilà. Et donc, du coup, fait complètement partie de cet espace. Alors, du coup, ça crée une situation qui est quand même assez singulière, puisque vous avez, dans cet espace du canal du Mozambique, donc un espace, une micro-île qui est française, donc un État européen, entouré donc de la Tanzanie, du Mozambique, de Madagascar et bien sûr des Comores, et qui est donc un État français, un État européen, avec toutes, évidemment, les facilités de sécurité sociale, de l'éducation, et en même temps qui est aussi une porte d'entrée sur l'Europe. Et donc, du coup, il y a un effet d'aspiration aussi qui se crée avec cet environnement sur l'île de Mayotte. Ceci dit, Mayotte est française, donc, et comme tous les espaces français, elle doit donc être, puisque ça avait été un petit peu pas vraiment aménagé, la France ne s'en était pas vraiment occupée. Et donc, du coup, en 2015, la France crée, un peu comme pour la Guyane, comme on l'a vu, un établissement public foncier. Donc celui-ci est créé en 2015. Alors d'ailleurs, les Martiniquais qui sont là peut-être connaissent le directeur, puisque le directeur, c'est un Martiniquais qui a été nommé en 2015, qui s'appelle Yves-Michel Donard, et donc qui est devenu le directeur, et qui est toujours d'ailleurs directeur de cet établissement public. Alors, à l'origine, un établissement public, il a pour objectif de s'occuper du foncier, d'acheter des terrains pour pouvoir les mettre à disposition des collectivités pour pouvoir aménager. Mais à Mayotte, non seulement cet établissement, puisqu'il n'y avait rien sur ce territoire, donc il s'occupe du foncier, il a eu un A donc pour EPF-A, donc le A pour aménagement, donc créer toutes les zones d'aménagement urbain, que ce soit du logement, que ce soit de l'activité économique, que ce soit des aménagements urbains, etc. Mais en plus, et ça c'est unique dans toute la France, c'est que l'EPF de Mayotte a eu aussi en charge la gestion des terres agricoles. En général, c'est un organisme indépendant, et là, ça a été intégré. Ça veut dire que l'EPF à Mayotte, finalement, gère la totalité de tous les aspects de l'aménagement de Mayotte. Et en Guyane, mais les terres agricoles aussi en Guyane? Ah ben tu vois, je ne savais pas pour la Guyane. Alors, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est Mayotte. Alors voilà, là vous avez un rapport de proportion, donc on voit la Martinique, puisque vous connaissez bien votre île. Vous avez Mayotte au milieu, on est vraiment à la même échelle. Hein. Donc la Martinique, 1128 km², Mayotte, 374 km². C'est 3 fois plus petit que la Martinique, c'est 4 fois plus petit que la Guadeloupe, et globalement, c'est la même population. Parce que là, vous avez un chiffre de 330 000 habitants, officiel. Il faut savoir qu'avec les populations immigrées, il est très difficile d'établir donc une valeur exacte. Donc on se rend compte déjà tout de suite de l'intensité et des pressions qui peuvent s'exercer sur ce territoire. À côté, vous avez donc une image de Mayotte, et donc vous avez l'île principale qui est là, avec à côté l'île de Petite-Terre que l'on va voir, et puis tout autour, un cordon donc corallien qui fait que Mayotte a quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est que c'est le 2e plus grand lagon fermé du monde. Et ça, c'est vraiment une qualité assez exceptionnelle pour ce territoire. Alors, l'espace que l'on va regarder plus en détail après, donc c'est l'île de Petite-Terre. Donc, vous avez l'île de la Grande-Terre qui est là, et vous avez l'île de Petite-Terre qui est juste en bordure du corail, voilà, de la barrière corallienne, et qui se trouve juste ici. Donc, 2015, la création de l'établissement public foncier, et 2017, donc cet établissement public foncier a besoin de connaître son territoire, donc, et de connaître la population à laquelle elle va s'adresser et le territoire qu'elle doit aménager. Donc du coup, elle lance une série d'études et nous interroge, nous, justement, pour une mission d'expertise à Mayotte, parmi d'autres études qu'elle a lancées de façon préalable. Alors pourquoi nous ? Pourquoi nous de la Guadeloupe on se retrouve à faire des études jusqu'à Mayotte. Alors Black, donc notre agence s'occupe donc justement, donc on a des actions dans le domaine justement des activités, une démarche
en termes d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture. Et on est associé de façon assez proche avec un autre bureau qui s'appelle Urbis et qui, lui, s'occupe de géomatique, de systèmes d'information, de sociométrie, la sociologie et aussi d'urbanisme. Donc c'est ce qui fait cette connexion. On travaille ensemble depuis une bonne trentaine d'années. Et quand on est ensemble, quand on travaille ensemble, donc du coup, on mène des projets de développement de territoire. Donc ce sont les actions que l'on mène en commun. Et on a donc mené des projets sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane, en Polynésie française, à Mayotte, et puis aussi sur République dominicaine, Mauricia, on en a parlé hier, ou encore pour Haïti. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça qu'avec cette connaissance, le fait de cette pratique dans les milieux tropicaux et insulaires, donc l'établissement public nous a missionnés pour ces études, donc cette mission d'expertise à Mayotte. Alors, il faut voir ce que c'est que Mayotte, globalement. Alors, c'est très schématique, ce que je vous montre là, mais ça donne quand même une idée des problématiques qu'il y a à gérer. Vous avez, par exemple, ici, voilà. Donc là, vous avez quelques images de la ville, de la capitale. Ça, c'est la capitale Mamoudzou, avec donc l'arrivée sur la capitale qui est ici. On voit ici des espaces de la capitale et en bordure, vous voyez les montagnes et toutes les zones d'habitat. Donc des populations immigrées qui se retrouvent en périphérie sont des choses que l'on connaît notamment dans le monde panaméricain et caribéen, que l'on connaît très bien, mais avec une intensité ici qui est quand même assez particulière. Et voici les conditions dans lesquelles les gens vivent, donc dans ces périphéries. Voici les conditions dans lesquelles les gens vivent donc, autour. Donc, alors je ne vais pas vous faire tout le topo de l'étude qu'on a menée, juste quelques données. Donc en fait, on a scanné toutes les données que l'on pouvait récupérer de façon à avoir cette connaissance du territoire et pouvoir faire un condensé pour l'établissement public foncier. Alors donc, Mayotte, c'est 17 communes, donc il a fallu donc, voir exactement comment ça se passe dans chacune des communes donc, du territoire. Ici, c'est un regroupement aussi de communes. Tiens, c'est bizarre, les couleurs ont disparu, mais c'est pas grave. Donc il y a 5 communautés de communes, donc ce sont les 5 couleurs que vous voyez ici, avec donc des déclinaisons, connaître exactement ce qui se passe dans chacune des communautés de communes, la constitution, les espaces, les données économiques, sociales, enfin bref, je vous passe tout le détail. Les données, bien sûr, sur la population, donc la connaissance parfaite de la population globalement et par détail de communes et par commune. Là, par exemple, je vous ai mis ce tableau à titre d'exemple parce que ça représente en fait la pyramide des âges et on a quelque chose de très très particulier. On voit ce creux qui est ici, en fait, c'est qu'il y a un déficit de population, ce n'est pas quelque chose qui est continu, il y a un creux. Pourquoi ? Parce que toute la population, en gros, entre 19 et 25 ans, enfin 28 ans, quitte l'île pour aller travailler ailleurs, et donc il y a un déficit de cette tranche d'âge dans la population. La moyenne d'âge, 50%, la moyenne d'âge est aux alentours de 24 ans, donc à Mayotte, et 50% de la population a moins de 18 ans. Alors, à côté, une autre donnée, j'ai expliqué historiquement le positionnement de Mayotte, et à côté, vous avez ici, parce que ça fait partie de l'étude, la répartition de la population étrangère sur l'île. Globalement, sur Mayotte, 40% de la population est étrangère et en situation irrégulière. 40%, ce qui est énorme. Et cette valeur, quand on est sur la communauté de communes du centre, voilà, là où il y a la capitale, Mamoudzou ici, sur la communauté de communes du centre, ce chiffre monte à 60% de population étrangère par rapport à la population locale. Sur Petite Terre, maintenant, puisqu'on l'a étudié par secteur, sur Petite Terre, donc qui est, c'est lequel communauté de communes de Petite Terre, voilà, c'est celui qui est là, qui est ici, là, l'avant-dernier. On est plutôt aux alentours de 30% donc de population étrangère. Donc c'est pas tout, et je ne sais plus qui le disait, mais c'est pas tout d'avoir des données générales. Je crois que c'est Franck qui disait ça. Il faut absolument rentrer dans le détail de chaque espace pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Et puis bien sûr, en plus, toutes les données géophysiques donc du territoire, que ce soit la topographie, la géologie, les données agricoles, économiques, enfin, etc., etc., etc. Alors, ce n'était pas tout à fait notre mission, mais on a quand même été et puis on est architecte, donc on a fait quelques préconisations sur des dispositions, alors je ne dirais pas architecturales, mais plutôt d'urbanité, sur certaines dispositions. Par exemple, quelques exemples, ce qu'on a appelé justement les galeries d'urbanité. Il y a tellement de quartiers populaires que c'est difficile d'imaginer que l'on va
tout détruire et tout arranger en un rien de temps. Ces populations vont rester là. Donc, comment arriver à améliorer les conditions de vie de ces populations? On a vu dans quelle situation ils vivent. Donc, on a fait quelques propositions, par exemple. Alors, c'est ce qu'on a appelé la galerie d'urbanité, qui permet de distribuer sous forme de circulation couverte et de distribuer des réseaux, emmener l'eau, emmener l'électricité, et en même temps profiter aussi pour améliorer un petit peu ces continuités urbaines à l'intérieur de ces quartiers défavorisés, ou encore justement pour des quartiers avec des centaines et des centaines d'habitants qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, qui n'ont rien. Voilà, comment peut-être créer une proposition pour créer des petits points, des micro-espaces. Alors je ne dirais même pas de convivialité, on a noté convivialité, mais c'est plutôt pour moi des micro-espaces de sociabilité et qui seraient autonomes, pour pouvoir avoir de l'eau, des panneaux solaires, créer un espace protégé en bas avec de la lumière pour que les enfants puissent étudier, par exemple avoir de la lumière pour l'école ou faire quelques réunions de quartier, etc. Une appréhension, parce que vous avez vu comment les terres sont ravagées, comment arriver à limiter les problèmes d'inondation qui se retrouvent dans les contrebas de la ville, ou encore à partir d'un mode de vie traditionnel, comment imaginer de façon progressive une densification. Alors, ils se construisent sous forme de cours avec des clôtures qui s'appellent les chanza. Et donc, on a fait une proposition de Chanza Mubole, qui veut dire les grands Chanza. Donc voilà, donc ça, c'est quelques approches. Mais ce qui était le plus important, et on l'a évoqué plusieurs fois, c'est que, en fait, les règles françaises qui s'adaptent, qui sont aujourd'hui applicables, ne sont pas parfaitement adaptables, et c'est le constat donc, que l'on a fait, ne sont pas complètement applicables au territoire de Mayotte. Mayotte est tellement différent que, voilà, ce qu'on a mis comme conclusion, c'est qu'il faut adapter les règles de construction et les règles d'urbanisme, avoir quelque chose de particulier pour pouvoir s'adapter au territoire de Mayotte. Ça a été donc la conclusion de cet espace. Un des grands éléments très très important de cette recherche, de cette première étude de définition que l'on a eue, ça a été une analyse que l'on a faite sur la démographie. Alors pourquoi? Ça peut paraître particulier, mais la ligne bleue que vous avez ici, c'est la courbe qui a été faite par l'INSEE. Alors l'INSEE, pour les Français, c'est l'Institut national donc, de statistique. Et c'est en fait les valeurs de l'État, qui sont donc les valeurs officielles de l'État dans les domaines économiques, de démographie, etc., etc. Donc normalement, ce sont des choses que l'on prend comme certaines. Sauf que quand nous, on a commencé à regarder un peu plus en détail, on s'est aperçu que l'INSEE, dans cette progression, en tout cas, nous dit, tiens, là, nous, on est en 2017, quand on a fait cette étude-là, on a une population officielle de 256 000 habitants, et même si elle continue à progresser, mais il y aurait une inflexion. Et donc, on s'est interrogé, je crois que c'est Pierre qui parlait justement d'interroger les espaces et les territoires, on s'est interrogé pour dire, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que l'INSEE nous dit qu'il y aurait une inflexion dans la progression? Alors que le fait que ce soit un département français, qu'il y a du développement, qu'il y a de l'argent qui arrive, etc., tout nous fait penser que ça ne va pas se passer comme ça. Il risque d'y avoir au contraire une progression. Et donc, le Urbis, qui a donc toutes les capacités avec son bureau donc, de géomatique et de gestion des systèmes d'information, on refait tous les calculs donc de l'INSEE, on intègre de nouveaux paramètres, et donc du coup, en intégrant ces paramètres statistiques, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au lieu d'avoir ce ralentissement, au contraire, on aurait une progression beaucoup plus importante. Ça paraît rien, mais c'est très important, parce que aménager un territoire pour 281 700 habitants ou aménager le territoire pour 336 000 habitants, ça fait un différentiel de 50 000 personnes, c'est pas pareil. Et donc, on voit comment avoir ces connaissances préalables, c'est super important pour justement pour le développement et le niveau d'aménagement du territoire. Donc, on a présenté tous ces éléments-là. Donc, tout ça, ça a un peu éveillé quelques éléments. Et donc, on était en 2017 et en 2018, maintenant. Donc, l'établissement public foncier continue à faire donc, toutes ces démarches et toutes ces études. Et en même temps, est lancé le SAR, le schéma d'aménagement régional. Donc lancé
par l'établissement public foncier est lancé par la collectivité donc, de Mayotte, et il lance donc ce document. Alors, c'est un document qui est planifié jusqu'à 2050 et qui prévoit justement toute l'évolution et tout l'aménagement de Mayotte justement sur toute cette période. Et nous, l'EPFAM nous confie une mission, parce qu'il y a une programmation qui a été faite dans le cadre de ce SAR, et on ne sait pas, par rapport aux incertitudes de population, par rapport aux incertitudes du territoire, on ne sait pas si le territoire est capable d'absorber cette programmation. Et donc, nous sommes chargés donc, de mener une étude qui s'appelle « Potentiel foncier disponible ». Alors donc pour ça, nous participons à tous les ateliers, donc, du territoire, sur la définition, sur la compréhension dont le territoire devrait être aménagé. Et donc on définit 3 grandes zones. Alors une grande zone centrale, que l'on voit ici, avec donc tout ce qui va concerner donc l'administration, les commerces, les activités, les grands équipements culturels, les hôpitaux, etc. Et qui inclut l'île de Petite-Terre qui est ici. Et puis 2 zones donc, de chaque côté. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y avait des schémas qui existaient avant et qui n'étaient pas du tout comme ça. Et en fait, donc, on a complètement revu en fait, cette organisation du territoire, avec une zone nord qui est beaucoup plus humide et donc qui est qualifiée de réserve d'eau, donc pour le territoire de Mayotte, tournée plutôt vers l'agriculture et le tourisme vert, et une zone sud, elle plutôt tournée vers la mer, la pêche, le tourisme bleu et le paysage. Alors, et un autre élément important, c'est que Mayotte est complètement saturée en circulation. On a vu tout petit territoire, une population équivalente à la Guadeloupe et la Martinique. Et tout se concentre, c'est le schéma qui est ici, tout se concentre sur la capitale Mamoudzou. Et donc, ce projet, maintenant, donc du SAR et de territoire, en fait, prévoit, ça c'est toute la zone donc, de Mamoudzou, de la capitale, ça c'est Petite-Terre qui est là. Et donc, on prévoit un transvasement, un équilibre, un basculement, un équilibre est-ouest, et donc de façon à pouvoir étirer les activités, les nouveaux aménagements plutôt de ce côté-là. Et de façon, alors ensuite, on a des zones de connexion qui sont les zones rouges qui sont ici, avec donc les espaces nord et sud, et le tout est relié par une proposition de métro-câble, donc qui fait ça, et qui relie aussi l'île de Petite-Terre. Et l'objectif de ça, c'était justement de déconcentrer la circulation que l'on voit ici et de façon à pouvoir la répartir sur l'ensemble du territoire. Alors cette zone centrale, qui est là, elle représente à peu près la moitié de la surface de Mayotte, globalement, mais elle concentre les 3/4 de toute l'activité économique, de toute la population, du trafic routier, etc., etc., etc. Alors, pour pouvoir définir ce potentiel, c'est pas facile à Mayotte. Pourquoi ? Parce que Mayotte, on le voit sur la maquette qui est là. Alors ça, c'est la maquette qui a été réalisée dans le cadre du SAR par l'équipe Attila Chessal, pour ceux qui le connaissent. Il était à La Réunion, il a travaillé aussi en Martinique. Voilà. Et donc c'est l'équipe de Attila qui a mené donc l'étude du SAR. Ils ont réalisé une maquette et on voit la topographie de l'île, qui est extrêmement accidentée. Et ce qui fait que, ici, en fait, 95% du territoire de Mayotte est inconstructible. Donc, ça rajoute des complexités absolument phénoménales, donc, parce que les pentes sont trop fortes et que les terres, ce sont des terres de latérite qui sont complètement instables et qui partent avec l'eau. Donc, on est très contraint de ce côté-là. Et puis, du coup, aussi, comme on a des pentes très fortes, on a des zones d'inondation aussi très fortes, puisque l'eau descend très vite, et les zones urbaines sont très souvent inondables. Donc, vous voyez qu'il fallait vraiment appréhender tout ça pour essayer de définir quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Il fallait pour pouvoir, parce qu'en plus, il y avait un peu urgence, il faut arriver à faire. Et donc, du coup, on nous a demandé on peut toujours récupérer du foncier. Quand il y a la puissance publique, on dit, bon, ben voilà, tiens, on rase tout ça et puis on construit. Sauf que c'est jamais évident, et c'est encore moins évident en France dans un état de droit. Donc ça ne se fait pas comme ça. Donc du coup, ils nous ont demandé d'essayer de définir le potentiel foncier qui était le plus immédiatement disponible. Et donc pour ça, on a scanné en fait tout le territoire de Mayotte avec donc un certain nombre donc, de données, on a intégré toutes les données, et on a mis des paramètres de choix
Et ces paramètres de choix, c'est la prise en compte des risques naturels, évidemment c'est le premier, les valeurs de pente donc, des terrains, les contraintes réglementaires d'urbanisme, parce qu'il fallait s'inscrire dans ce qui existait, le foncier libre, c'est-à-dire sur lesquels il y a moins de 10% de construction qui existent, et la proximité des accès des voiries et réseaux pour qu'on puisse facilement accéder et raccorder, sinon ça coûte énormément d'argent. Et puis bien sûr le statut des propriétés foncières, savoir si c'est du domaine public ou privé. Alors par exemple, alors là ici vous voyez sur l'image, alors on ne voit pas très bien, alors les zones vertes ce sont des zones d'urbanisation et en fait les terrains que l'on a repérés, on va le voir plus en détail, petite tache jaune que vous voyez à l'intérieur sur l'ensemble du territoire. Et donc l'idée, c'était de dire, on fait cet état foncier et on le compare avec les besoins définis par la programmation donc du schéma régional. Alors comment est-ce qu'on l'a fait? Voilà, ça c'est le détail maintenant. Alors c'est un exemple sur une commune qui s'appelle Bouéni. Alors Bouéni, je reviens juste, oui voilà. Bouéni, c'est la commune qui est sur cette pointe. Voilà, c'est l'exemple que l'on a pris ici. Et sur cette commune, voilà, donc on a intégré toutes les données dans les bases, toutes ces contraintes dans les bases de données. Et donc on a défini maintenant, voilà, par exemple, sur une partie de ce territoire, alors la tache rouge, donc un potentiel foncier selon toutes les contraintes que l'on a définies. Ça, c'est un foncier qui est directement en zone urbaine. Ça, celui avec cette couleur-là, c'est un foncier qui est dans une zone à urbaniser. La situation de ce potentiel par rapport aux contraintes de pente. Et ensuite, donc, on a donc, des valeurs qui apparaissent sur les différents domaines. Donc, on a une surface totale sur la commune donc de Bouéni de 5,71 hectares qui sont disponibles. Ce sont donc toutes les taches jaunes voilà, que vous voyez ici. Voilà. Et qui sont donc tout ce qu'on a pu dégager comme potentiel foncier selon les contraintes qu'on a prédéfinies. Alors, ce travail-là, on l'a fait sur l'ensemble des communes donc de l'île. Et on est arrivé donc comme ça, avec tous les paramètres qu'on a intégrés, un total de 782 hectares donc sur l'ensemble de l'île, donc de foncier immédiatement disponible. Et notamment, un point très important qu'il fallait contrôler, c'était est-ce que ce basculement qui était souhaité justement entre l'Est et l'Ouest, et justement, est-ce qu'il était possible? Et donc, justement, toute la définition foncière donc, sur la côte ouest a permis justement de valider les orientations qui étaient prévues au SAR. Voilà, ça c'est la deuxième grande étude donc, stratégique. Hein, on est vraiment dans des éléments de préparation donc, que nous avons menés. Puis ensuite, donc, à l'appui de toutes ces études et d'autres études hein, qui ont été menées par d'autres bureaux, donc l'État a donc décidé de lancer, comme pour Franck, un OIN, donc une opération d'intérêt national sur l'ensemble de Mayotte. Et donc a lancé une consultation donc, pour ça, à laquelle donc, notre équipe a participé. Donc là, on est en 2000, donc on voit la gradation. Hein. Études d'expertise en 2017, stratégie foncière en 2018 et 2019. Donc tout ça, c'est lié. Opération d'intérêt national. Alors pour ça, on a répondu avec une équipe non seulement Black et Urbis, donc pour la partie urbanisme, aménagement et sociométrie, mais aussi avec Breza, donc, qui est là, qui est un spécialiste, qui est un bureau d'ingénieurs agronomes, donc de façon à pouvoir avoir toute la connaissance de l'espace agricole et comment gérer justement les espaces agricoles. H3C Caraïbes, que nos amis de Martinique peuvent sûrement connaître, puisque c'est un bureau environnemental de la Martinique auquel nous étions associés. Et puis, même si Franck ne les aime pas beaucoup, un bureau d'études, un bureau d'études VRD. Donc pourquoi? Parce que, et on l'a vu, connaître le territoire, connaître les contraintes d'hydrologie, connaître les contraintes justement liées au terrain, voilà, etc., c'était quand même fondamental. Et donc du coup, on s'est associé avec ETG. Donc nous avons été, donc l'OIN, donc et sur Mayotte, donc a constitué donc en 7 secteurs différents. Vous voyez d'ailleurs que quand on prend toute la zone centrale qui est là, que je vous ai montré, 5 des 7 secteurs se trouvent dans cette zone centrale, avec une au nord et une au sud. Et donc sur ces 7 secteurs, donc, nous avons été retenus parmi toutes les équipes et le secteur que nous avons eu, nous, à étudier plus spécifiquement, c'est l'île de Petite-Terre, donc toute l'île de Petite-Terre qui est ici. Enfin, quand je dis toute l'île, vous allez voir. Déjà, Mayotte, c'est tout petit, et vous voyez en proportion, donc, Petite-Terre. Donc voilà. Et voilà Petite-Terre.
Donc ça, on a vu, hein, donc l'île de Mayotte, la position de Petite-Terre sur la barrière de corail. Et quand on regarde plus en détail, voilà, on voit donc ici la position de l'île, et qui est juste en face de la capitale Mamoudzou. Et en gros, ici, on a à peu près 3 km entre les deux. Hein. C'est vraiment tout petit, c'est très proche. Les petites taches blanches que vous voyez là, ici, ce sont les ferries qui font la navette entre l'île et la capitale. Voilà. Et voilà, donc on voit bien la position de l'île. Et puis vous voyez ici, on commence à voir d'ailleurs la piste d'atterrissage. Et puis quelque chose de particulier aussi, très spécifique à Petite-Terre, qui est cette espèce d'œil, on pourrait dire, qui est en fait un lac volcanique qui est vert, qui a une couleur assez incroyable, parce qu'en fait, il y a des résurgences de gaz, et puis il y a un développement de microalgues, comment on dit ça, chlorophylliques, et qui fait que ça prend une couleur verte, et c'est un paysage vraiment singulier. Alors, pour vous donner une idée hein, de Petite-Terre, pour vous dire comment c'est un territoire particulier, vous voyez, 5 km, donc tout compris, hein, 6 km de long, 2 communes, Dzaoudzi et Pamandzi, avec une limite donc, que l'on voit ici, mais surtout, l'île fait 10 km². Hein. Il y a une densité, donc on a en 2017, on a donc 29 200 habitants, ça fait une densité moyenne pour toute l'île de 3 000 habitants. Franck nous disait que la Guyane, c'est 2 habitants au kilomètre carré. Là, sur cette île-là, on est à 3 000 habitants au kilomètre carré sur l'ensemble de l'île. Mais il faut savoir que toute cette zone est classée en zone naturelle, sur la moitié de l'île à peu près. Tout ça, c'est naturel, tout ça, c'est naturel. Quand on prend la densité dans les zones urbaines, on est aux alentours de 6 000 habitants au kilomètre carré. Tout ça avec des petites maisons. On est en rez-de-chaussée, on est en R+1. Donc vous imaginez un peu la situation bâtie donc de ce territoire. Et puis, s'il faut comparer, hein, par exemple, la ville de Bordeaux, pour les Français, c'est 5200 habitants. Marseille, c'est 3600. Bogota, pour nos amis colombiens, c'est 3800. Kingston, c'est 1970. Port-of-Spain, c'est 2800. Et Fort-de-France, en Martinique, c'est 1800. Voilà, ça vous donne un peu une idée des densités, qu'il peut y avoir ailleurs. En plus, sur cette île minuscule, il y a aussi l'aéroport international qui est là. Il y a aussi un port donc de marchandises, de transfert de déchets qui est ici. Et puis, il y a une base militaire aussi qui se trouve là. Et tout ça sur 10 km². Alors, pour vous donner une idée, moi je suis de la Guadeloupe et je suis d'une toute petite île qui s'appelle Terre-de-Haut. Et Terre-de-Haut fait 8 km² et il y a 1600 habitants. Là, il y en a à peu près 30 000. Alors, en plus... voilà, et c'est le schéma qui est ici, c'est que cette île de Petite-Terre est la porte d'entrée finalement de tout Mayotte, avec l'arrivée des bateaux et notamment de tout ce qui est voilier, parce qu'il y a une zone qui est un peu marina de ce côté-là, et puis bien sûr donc avec l'aéroport. Donc il faut arriver ici pour ensuite, après ça, aller sur la grande île. Donc ça rajoute encore aux contraintes donc, du territoire. Voici quelques images donc, de Petite-Terre. Donc historique ou autre, hein, ça permet de voir un petit peu les ambiances. Et puis voici voilà, une des zones urbaines sur Dzaoudzi, donc de ce côté de l'île, et puis donc, cette pointe qui est là. Les Français, quand ils sont arrivés, ils se sont installés sur ce rocher, qu'on appelle donc le rocher de Dzaoudzi. C'est là que s'est installé le gouverneur, c'est là que se sont installées toutes les administrations, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette attractivité. Puis avec tous les administratifs, hein, tout le personnel en lien qui travaillait là. On voit d'ailleurs ici la maison originelle donc, du gouverneur qui est complètement en ruine actuellement. Là, ici, c'est l'aéroport. Très, très bel aéroport d'ailleurs, construit entièrement en bois, en ventilation naturelle, et c'est vraiment un très très beau projet. Et puis donc différents espaces. Alors c'est une île qui est attractive parce qu'en fait, Mayotte, les plages ne sont pas belles. Il y a environ entre 3 mètres et 4 mètres de marée à Mayotte. Il y a beaucoup de vases. Et par contre, sur Petite-Terre, comme elle est en bordure de la barrière de corail, il y a donc des beaucoup plus intéressantes. Et donc la population donc, locale vient beaucoup à Petite-Terre justement pour se développer là. Alors, quand on nous a demandé donc, de faire cette étude, qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on a récupéré tous les documents qui existaient, urbains, sociaux, machin, etc., 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 et de façon à pouvoir en faire une synthèse et essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis, quand on regarde donc, les chiffres, quand on a regardé les chiffres, on se rend compte qu'on s'est dit, mais si ça continue comme ça, entre l'immigration,
entre les développements urbains, parce qu'il y avait des plans qui existaient, avec notamment les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, qui prévoyaient des développements donc de zones à construire un peu partout, donc sur l'île, partout où ils pouvaient. On s'est dit, mais si ça continue comme ça, en fait, l'île va être complètement saturée. Déjà, il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de squat sur les zones naturelles et les zones agricoles, avec les populations immigrées. Donc, si on reste dans cette progression, ce territoire va être complètement saturé de construction. Et les documents officiels ne contredisent pas cette dynamique qui était à l'œuvre. Donc, il nous a fallu, nous, on était contre, évidemment, on s'est dit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser, pour des questions environnementales, pour des questions de bien-être de population, on ne peut pas laisser perdurer et laisser faire donc, cette situation. Donc, on a réinterrogé toutes les données qu'on avait reçues pour cela. Et on a donc défini un certain nombre d'ambitions pour Petite Terre, avec donc comme objectif de contenir l'expansion urbaine, et notamment celle qui est liée à l'habitat spontané donc des populations immigrées, de contenir et limiter la consommation des espaces naturels et agricoles, de proposer des réponses à la question de la densité, de définir aussi des techniques et des moyens d'amélioration de l'assainissement, favoriser les modes de déplacement doux et écologiques, générer de l'activité pour maintenir les populations jeunes, parce qu'il y a justement une désaffection de l'île, et doter l'agriculture de vocations multiples. Et puis, il manque un petit bout sur... bon, je ne sais pas, il manque un petit bout. Et puis, bien sûr, donc, la question aussi de l'énergie. Alors, pour ça, et on le voit, on a recommencé aussi à regarder plus finement aussi la question de la démographie. Et ça aussi, c'est important. Parce que, en fait, quand on prenait les documents officiels, donc les lignes jaunes, oranges et rouges qui sont là, qui ne se basent que sur les espaces de développement urbain, la population qui était à peu près de 29 000 habitants, comme on a vu, il prévoyait en 2050 une population de 87 000 habitants, entre 64 et 87 000. C'est simplement ingérable. L'équipe du SAR avait déjà programmé une réduction, c'est la ligne jaune, à 47 000 habitants. Et quand nous, on a remouliné toutes les valeurs, on a donc, pour nous en tout cas, la population ne va jamais atteindre cette valeur, et c'est la ligne blanche qui est en fin. Voilà. Pour nous, la population va se stabiliser à 2050 à 36 000 habitants. Pourquoi ça ? Parce que, comme je disais, c'est que sur le rocher de Dzaoudzi, il y avait toutes les administrations, toutes les grandes institutions qui étaient présentes. Et avec le développement de l'île, toutes ces grandes institutions bougent et se déplacent vers Mamoudzou. Et en plus, avec le déplacement programmé sur la côte ouest, donc il y aura un manque d'attractivité, enfin il y aura moins d'attractivité, que ce soit pour les gens qui travaillent, que ce soit pour tout le personnel autour. Et donc du coup, en intégrant toutes ces données et plus la politique de l'État, parce que maintenant que Mayotte est française, l'État ne va plus laisser faire toute cette immigration. Et donc on a intégré toutes ces données, et donc pour pouvoir définir l'aménagement, enfin le nombre de... les valeurs d'évolution de la démographie. Alors, sur l'ensemble de Mayotte, à 2050, on a donc nous établi un besoin de logement à 5 910 logements sur l'ensemble de Mayotte, et pour la démographie seule, environ 1 500 logements. Mais on a intégré d'autres données, bien sûr, du territoire. Hein, je vais passer ça rapidement. Les questions du relogement pour l'insalubrité, donc c'est la cartographie qui est ici, sur tous les logements qui sont situés dans une zone à risque, les aménagements aussi pour projets, les zones de projet qui vont nécessiter des démolitions, et puis une synthèse cartographique générale. En fait, ce travail-là a été fait à l'échelle de la maison. C'est-à-dire qu'on était capable d'identifier chaque maison et de comptabiliser chacune des maisons qui étaient affectées par chaque type de projet, comme on peut le voir un peu sur cette zone. Donc ça a été l'échelle de travail. Maintenant, donc ça c'est alors il y a eu la même chose pour le besoin en équipement, machin, etc., scolaire, hôpitaux, enfin bref. La capacité maintenant, une fois qu'on a défini les besoins, est-ce que maintenant le territoire est capable de le faire ? Et pour ça, c'est là où justement la démarche que l'on a pu avoir quand on parle de démarche de développement, de stratégie de développement, dans les règlements d'urbanisme, il y avait beaucoup de terrains qui étaient prévus d'être déclassés. Et même nous, dans la grande étude de stratégie qu'on a fait, on a identifié des potentiels fonciers qui pouvaient être utilisés. Et donc, dans
dans cette première approche, là, alors je vois même pas le petit bip rouge, ah si, il est là, il y a un certain nombre de terrains, justement, par rapport à l'aspect de la résilience et du développement de l'île. Il y a des zones de terrain qui étaient prévues pour être urbanisées et qu'on a proposé de déclasser. C'est-à-dire de façon à limiter l'expansion urbaine, c'est un des objectifs que je vous ai montré, limiter les expansions urbaines, limiter les expansions pour ne pas avoir cette connexion entre les deux zones urbaines qui étaient là. Et donc on a proposé de réduire, en fait une réduction de 28 hectares. Donc il y avait un potentiel de 62 hectares et on a dit non, il y a 28 hectares que l'on va garder en zone naturelle et en zone agricole. La deuxième chose, quand je vous parlais de scan de territoire, c'est que les outils que l'on a mis en œuvre nous permettaient d'avoir une connaissance absolument précise de toute la structuration du bâti et de l'espace de l'île. Donc du coup, ça nous a permis de connaître toute la possibilité qu'il y avait en termes de dents creuses, de petits terrains non bâtis, et donc de dégager un potentiel foncier. Et on voit que ce potentiel foncier, là, il est de 33, globalement de 33 hectares. L'autre dimension maintenant, c'est que dans ce scan que l'on a fait, on pouvait aussi connaître, donc dans toutes les données géomatiques, la hauteur des constructions. Donc, quels étaient les niveaux des constructions. Et ça, c'est quelque chose, et Laïda, ça va rejoindre un petit peu ce que tu nous disais ce matin sur cette dimension culturelle. Ce sont les images que vous voyez là. En fait, à Mayotte, voilà, il y a des constructions justement qui sont à rez-de-chaussée. Et traditionnellement, à Mayotte, alors Mayotte, c'est un pays musulman, la polygamie donc, est autorisée. Donc un homme peut avoir plusieurs femmes, mais par contre, et là où c'est surprenant, c'est que ce sont les femmes qui restent maîtres de la construction. C'est-à-dire que les maisons étaient construites, quand une jeune femme allait se marier, la maison pouvait être construite par son père ou construite par son mari. Mais même si elle était construite par son mari, et même si le mari avait plusieurs femmes, si du jour au lendemain, la femme décide de dire au mari « tu pars », eh bien, le mari il part, il prend sa valise et il laisse la maison. Et donc, c'est une tradition, malgré que ce soit musulman, malgré la polygamie, en tout cas, c'est une tradition donc, de Mayotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, les gens construisaient les maisons donc, des filles à côté. Et là, maintenant, avec la densité urbaine et avec l'augmentation de la population, ils se sont mis donc, à construire en hauteur. Et ça, c'est une pratique que l'on retrouve sur toute l'île, et notamment aussi, bien sûr, à Petite-Terre. Donc, on s'est appuyé sur cette connaissance-là, sur cette évolution culturelle, parce qu'avant, c'était pour les filles, maintenant, ils mettent les maisons en location, etc., etc. Et donc, du coup, pour ne pas avoir à consommer du foncier à l'extérieur de la ville, la question, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser ce qui existe même à l'intérieur de l'île, et en s'appuyant donc sur cette dimension culturelle. Et donc, ce scan que l'on a fait, donc en définissant toutes les constructions qui étaient à plus qu'un niveau, celles qui étaient à rez-de-chaussée, celle qui est... Et donc, à partir de là, donc, de définir un potentiel de construction. En plus, les gens construisent eux-mêmes. Il faut savoir que, notamment sur Petite-Terre, le besoin en logement est important, mais l'État, avec toutes ses complexités réglementaires, juridiques et économiques, ne construit que 10% du besoin. 90% du besoin, ce sont les gens eux-mêmes qui construisent, finalement. Donc, autant faire confiance donc, aux gens, quitte à l'encadrer, à le structurer, mais autant faire confiance aux gens pour pouvoir continuer cette dynamique-là. Alors tout ça, ça a donné un tableau qu'on appelle croisée dynamique sur les différentes valeurs entre les besoins, les potentiels, etc., etc. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que sans consommer de terres agricoles, et en réduisant de 28 hectares la surface des terres à urbaniser, seuls 50% du potentiel à bâtir, donc que l'on a défini, quand on fait le total de tout ce que l'on peut finalement récupérer, permet de couvrir les besoins en construction de petites terres jusqu'en 2050. Voilà. Donc, la question de l'aménagement du territoire, on le voit, c'est-à-dire que si on s'appuie sur les documents officiels, eh bien, on allait construire dans plein de nouvelles zones. Et là, en faisant cette étude très approfondie maintenant des potentialités internes de l'île, on se rend compte que finalement, même en les utilisant à 50% jusqu'en 2050, eh bien, voilà, on n'a même pas besoin de tout utiliser. Et ça a été donc un résultat important parce que, évidemment, sur la question d'aménagement du territoire, avant même de parler d'urbanisme, eh bien, justement, ça permet de structurer le territoire.
Alors tout ça maintenant, bien sûr, a été traduit dans des documents précis et a permis donc de définir une stratégie de transition pour le développement de petites terres, de façon à contenir et optimiser l'urbain pour une alternative agricole et une préservation du patrimoine naturel. Alors donc différentes études ont été menées, évidemment sur l'espace urbain, sur l'agriculture aussi, puisque c'était une des données importantes, et l'agriculture et l'eau. En fait, toute l'artère que vous voyez ici sont toutes les zones agricoles que l'on a développées et de façon continue, de façon à ce que l'agriculture et les zones agricoles maintenant soient continues autour des zones urbaines et viennent comme une zone de protection contre les extensions urbaines et notamment les extensions urbaines sauvages. En plus, on ne le voit pas parce que c'est en détail, mais en plus, ça s'accompagne de tout ce qui est récupération d'eau, de ruissellement, etc., pour limiter les inondations, mais en même temps aussi, évidemment, alimenter l'agriculture. La question de l'énergie, avec donc une unité SMO que l'on a proposée, qui est une unité un peu particulière, tout à fait novatrice, développée par une équipe notamment de chercheurs guadeloupéens qui travaillent au CNRS en France, et en fait qui s'appelle SMO pour Solar Micro-ondes. En fait, c'est une unité qui permet de brûler les déchets sans émission de carbone et de les traiter, de valoriser ces déchets pour produire de l'énergie ou alors du carbone, comment ça s'appelle, le carbone enrichi, là, le nom ne me revient pas tout de suite. L'autre question aussi, c'était la question de l'eau sur cette petite île. Il y a une unité de dessalement qui produit aujourd'hui environ 30%, qui est extrêmement consommatrice en énergie électrique. Donc on a proposé d'agrandir cette usine pour pouvoir couvrir tous les besoins et en même temps de la rendre autonome en la couvrant par des panneaux solaires. Et enfin, les mobilités. Donc tout le développement de mobilité, on a vu tout à l'heure le principe avec le métrocable, donc l'on a prolongé jusqu'à Petite-Terre pour desservir toutes les villes et jusqu'à l'aéroport, etc. Et puis en même temps de développer toutes les mobilités douces pour pouvoir... attends, alors j'essaye de supprimer le machin qui est en haut là. Comment Adelante, c'est pour supprimer ce petit truc là. Ouais, je pense que ce serait mieux si on arrivait. Ah, bravo, c'est bien. Très bien. Alors, différentes approches. Alors, bien sûr, quelque chose qui était important, c'est que sur le premier document que vous voyez ici, toutes les petites taches noires, ce sont les zones d'habitat informel, donc de la population immigrée, et qui vont grignoter dans les zones naturelles. Donc, justement, contenir et supprimer tout ce développement pour pouvoir justement augmenter les zones à renaturer. Valoriser alors tous les sites naturels, bien sûr, toute l'agriculture, on l'a vu, tous ces schémas, le fait de contenir donc, très clairement les espaces urbains et de libérer complètement justement toutes les zones qu'on a proposé de déclasser, et ça permet donc de créer une continuité entre le lac de Ziani et entre la façade est et la façade ouest, de façon à créer une grande continuité écologique. La dynamique économique n'a pas du tout non plus été oubliée avec des zones d'activité. Et enfin, le schéma qui est là, c'est la question de l'autonomie. On en a aussi parlé. Comment ce petit territoire pourrait devenir au maximum autonome que possible par le traitement de l'eau, par le traitement des énergies, par le traitement des déchets. Ça a conduit à la réalisation d'un plan guide général. Donc je vais vous passer les détails, avec donc le développement des zones urbaines, la création justement, la libération de tous ces espaces traversants, et puis de corridors écologiques entre toutes les zones naturelles qui sont situées ici, et puis le bord de mer de ce côté-là qui traverse les espaces de ville. Ce plan guide général s'est appuyé sur un nombre de plans guides que nous avons établis pour l'agriculture, pour la gestion de l'eau, pour l'assainissement, pour les mobilités, etc., etc., etc. Alors donc, par l'optimisation du foncier et du bâti existant, par l'agrandissement des espaces agricoles, par l'agrandissement des espaces naturels, par la définition des mobilités totalement décarbonées, puisqu'on a donc proposé que tous les déplacements soient maintenant électriques, donc évidemment dans une temporalité à mettre en place, par une autonomie à 50% des produits maraîchers. Alors pourquoi ? Parce qu'avec notre ingénieur agronome, le fait de déclasser des terres à urbaniser, de les reverser en agriculture, on a donc fait des calculs pour voir quels étaient les niveaux de production par rapport à la population. Et donc ça veut dire que l'île était capable justement d'assurer 50% de ces produits frais maraîchers.
Le développement de l'usine de dessalement donc, permettait d'obtenir une autonomie à 100% en eau potable. Le développement de la ceinture agricole avec la récupération des eaux de ruissellement et des eaux de pluie permettait d'assurer 100% donc, de l'eau agricole. Alors tout ça a été appuyé par des chiffres et par des démonstrations parce que quand vous venez contredire les documents réglementaires de l'État, vous ne pouvez pas simplement dire, voilà, il faut vraiment prouver donc, à chaque fois, donc tout a été démontré. Une autonomie à 100% de la gestion des déchets grâce à l'unité que je vous ai montrée, donc qui permet justement donc, de brûler l'ensemble des déchets. Et une autonomie à 100% en électricité, donc justement, grâce à cette unité, de produire la totalité de l'énergie électrique de l'île. Donc pour nous, le projet de territoire de Petite-Terre a été une opportunité de réflexion, alors non seulement pour Petite-Terre, mais une réflexion élargie pour un aménagement intégré, durable et résilient pour tous les petits espaces insulaires. Merci en pile. Auriez-vous des questions, messieurs et mesdames? Il nous reste 15 minutes et je pense, oh là là, que de mains levées. Alors, waouh. Alors, je vais commencer par madame, messieurs, vous m'excuserez, et ensuite je viendrai à vous. Alors, gracias. Bueno, iré rápido. Bueno, felicitarle por el trabajo, que es realmente un trabajo de cirugía. Ahí sí. Bueno, felicidades por el trabajo. Sí, porque me necesito una... Ah, sí, sí. Merci. Sí. Bueno, pues gracias por la exposición y por la exposición del trabajo, que realmente es un trabajo de cirugía, y el cómo ver ¿no? Pasar de la gran escala a la pequeña y de la pequeña a la grande y cómo revierten la una a la otra, ¿no? Entonces, solo quería hacer dos preguntas, que no sé si es dos cuestiones que no he entendido. Una es ese crecimiento de la población que planteáis, si es un crecimiento que solo contempla el crecimiento propio de la población de la zona, o también incorpora ciertos niveles de inmigración, ¿no? Porque hacías como esa distinción, ¿no? De que a nivel estatal como que sí que se preveía que había mucha más inmigración, pero decís, bueno, también ¿no? Al ser francés pues habrá una regulación y quizás se pueda regular, pero si contemplasteis un mínimo de crecimiento causado por la inmigración. Y la otra pregunta que tenía era si... que no veo nada ahora, no sé qué me he apuntado. Vale, ¿qué papel juega la peatonalidad en todas estas circulaciones que planteáis, ¿no? De ejes verdes? ¿Cómo se integra la peatonalidad? Alors, merci Laïda pour ça. Alors c'est vrai que, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point, la question de la démographie était un des points clés de l'aménagement du territoire. Parce qu'évidemment, plus on a de population à s'occuper, plus évidemment ça peut devenir contraignant pour l'espace. Donc, dans les calculs que nous avons faits, nous avons pris en compte la population immigrée. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous sommes sur un territoire français. Il faut savoir, j'ai montré que, alors, entre les Comores, la dernière île des Comores, et Mayotte, il y a environ 60-70 km. Tous les jours, il y a 2, 3, 4, 5, 10 petits canaux qui traversent donc, depuis les Comores pour aller sur Mayotte. Ils appellent ça des kwassa-kwassa. Et donc, la police essaye de les empêcher d'arriver. Mais par jour, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent. Et donc cette immigration est très très forte. Il y a beaucoup de femmes enceintes aussi qui font le voyage avec tous les dangers que ça peut représenter. Pourquoi? Parce que comme on est en France, quand on arrive, si l'enfant naît en France, il devient français. Donc, et donc c'est ce qu'on appelle le droit du sol. Et donc du coup, il y a cette émigration très très forte, alors, un peu moins qui vient de Madagascar, parce que Madagascar c'est 500 km, donc ça se passe de façon un petit peu différente. Et donc, il faut prendre en compte cette population. Par contre, en même temps, donc c'est pour ça que nous, on l'a globalisé. Par contre, dans l'approche statistique que nous avons faite, c'est qu'on a considéré, on a intégré aussi des données sur la politique de l'État.
sachant que c'est un département français, donc la France ne va pas laisser des immigrations aussi importantes, donc on a évalué, donc on a intégré des chiffres justement pour de reconduite à la frontière. Par exemple, je disais qu'en 2023, donc à aujourd'hui, la population de Petite-Terre serait environ de 33 000 personnes. Donc ça, c'était notre valeur. En effet, la population est de 33 000. Mais pourquoi? Parce qu'entre 2022 et 2023, 2021, 2022, 2023, l'État a effectué 30 000 reconduites à la frontière, a reconduit 30 000 personnes à Mayotte. Donc, vous voyez un peu dans quelles échelles on se situe, et évidemment, c'est énorme. Et donc, nous, dans les données statistiques et dans l'intégration statistique que l'on a fait, on a pris en compte tous ces éléments-là de façon à pouvoir définir, donc globalement, en tout cas dans nos propositions, voilà, la population qu'il fallait effectivement prendre en compte. Voilà, donc ça, c'était ta première question. La deuxième question concerne donc la question des déplacements. Globalement, sur Mayotte, c'est extrêmement compliqué. Les gens marchent beaucoup à pied. Les réseaux routiers sont très très faibles. Ça commence à évoluer un petit peu. Là, il y a eu pas mal de projets d'aménagement. Et sur Petite-Terre, pareil, les gens se déplacent beaucoup. En plus, c'est très accidenté. Donc, se déplacent aussi beaucoup en transport ou en voiture et très peu à pied. Et dans le projet donc, que l'on a fait, justement, quand on parle justement de développement des mobilités douces, donc on a justement développé, enfin on a proposé, parce qu'on est dans des études urbaines très très larges, on n'est pas dans du projet urbain défini, comme par exemple Franck a pu nous le montrer, on est vraiment dans des appréhensions urbaines, dans du développement stratégique en fin de compte. Et donc on a donc proposé tout ce développement de mobilité douce, déjà par le métro-câble qui permet donc de traverser les 3 communes et d'aller jusqu'à l'aéroport, et ensuite de tout un développement de réseaux piétons et vélos sur l'ensemble de l'île, parce que quand même les 2 villes elles-mêmes de Pamandzi et de Dzaoudzi sont relativement plates. C'est l'entre-deux qui est plus montagneux. Et enfin, c'est que l'intégralité des déplacements dans un certain temps, donc avec une programmation, deviennent entièrement électriques. Que l'autonomie justement électrique de l'île permette justement de développer des modes de déplacement. Alors, c'est pour ça qu'on l'avait baptisé dans notre projet Petite-Terre, l'île à l'énergie douce. Voilà, donc pour dire que voilà, on arrivait justement à ce mode de déplacement beaucoup plus intégré pour l'ensemble de l'île. Voilà. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc Bruno, merci Émile. C'est un cours en fait, un précis d'urbanisme et de stratégie territoriale. Moi, je voulais juste poser une question, puisque celle que je souhaitais esquisser sur la mobilité, le métro-câble, tu viens de l'évoquer. C'est de rappeler qu'on s'est connus il y a une dizaine d'années entre autres, sur Volga, sur le projet. Tu as cité des noms qui me parlent. Il y avait un projet avec, à l'époque, Pile et Face, Urbis, avec l'agence des 50 pas géométriques, dont le directeur est désormais à Mayotte. Et à Mayotte, oui. Voilà. On était hier soir à Volga, donc il faut dire en résumé qu'à l'époque, l'agence des 50 pas fait un projet urbain de résilience avant l'heure, ambitieux, puissant, et qu'il y a à l'époque une résistance qui va être aussi, qui va donner sa force à la création et au développement de l'ADLVP, l'agence de développement de Volga, qui nous a accueillis hier et qui a été présenté, et qui propose un projet alternatif. Ma question, très humblement, puisque en ouverture de ces rencontres d'architecture, on a évoqué la question de la critique. C'est comment cette expérience de Volga, 10 ans après, transposée dans un autre contexte qui n'est pas celui de la déprise démographique et d'un territoire en tension politique, même si là, il y a une tension générée par la migration et les enjeux géopolitiques sur le territoire globalement des Comores. Comment cette expérience de Volga, vous avez pu en tirer des enseignements pour dire non, désormais il faut voir autrement, à une autre échelle, une autre stratégie, même si l'échelle de la commande publique n'est pas la même. Je pense qu'on se nourrit tous dans nos parcours professionnels à la fois de constats qui peuvent être des constats d'échec ou des limites de nos métiers, considérant que là très clairement vous visez une forme d'idéal dans l'innovation d'un territoire, mais
N'avez-vous pas crainte qu'il y ait un fossé, in fine, entre les besoins urgents, quotidiens, immédiats de la population et cette forme d'idéal qui est souhaitable avec les raisonnements, l'intelligence, toute l'ingénierie précieuse que vous avez développée, qui peut être modélisable sur d'autres territoires équivalents. Donc voilà, c'est une question que je veux te poser pour t'inviter à faire une forme de thérapie résumée en public devant nous. Merci. Très bien. Bon, je te remercie parce que ça fait toujours du bien de faire un peu de thérapie et de faire son coming out architectural et urbain. Donc c'est très très bien. Alors en fait, déjà pour commencer par le début de ta question, quand j'ai présenté la démarche que l'on a nous au niveau de Pile et Face et de Urbis, hein, et puis notamment chez nous, c'est qu'on a une démarche au niveau de l'urbanisme que l'on a qualifiée une démarche sociale urbaine. Et ça, c'est quelque chose que, dès le départ, qu'on a toujours mené. C'est-à-dire on ne fait pas de l'urbanisme pour faire de l'urbanisme, mais on fait de l'urbanisme pour les gens. Voir comment est-ce que les gens, justement, peuvent générer ce développement urbain. Et sur Volga, pour continuer donc, ta question, à l'époque, hein, puisque c'est un projet qui date de avant 2010, hein, je crois, donc l'Agence des 50 pas avait lancé un concours. Et donc justement, tous les projets qui avaient été présentés à l'époque proposaient des démolitions assez importantes sur Volga, avec la création d'immeubles, de logements sociaux, un peu comme avec les formes classiques, comme nous a montré Gustavo hier. Hein, voilà. Et nous, au contraire, c'est qu'on est arrivé avec une proposition où on ne créait pas justement ces immeubles-là, mais où justement par une connaissance fine du territoire, l'utilisation des vides, etc., d'impacter le moins possible les habitats. Alors c'est dommage parce que j'avais justement une image et on a développé donc de faire un développement intégré de Volga qui justement ne perturbe pas la structure du bâtiment. On avait par exemple, hein, s'il faut parler un petit peu d'architecture, on avait proposé un modèle qu'on a appelé les Laku Dubut. Alors les Laku donc, sont nos cours, hein, avec des maisons qui sont distribuées autour d'un espace central. Et on avait donc proposé une réinterprétation en faisant des Laku Dubut, donc des cours verticales, justement, qui réinterprétaient de façon verticale la question de l'habitat, justement, sous forme de Laku et qui est consommateur d'espace. On avait aussi développé, puisqu'on est dans un pays sismique très fort, donc un principe où nous, architectes et ingénieurs, on construisait des structures vides avec des plateaux et la population ensuite donc, était invitée à construire elle-même, comme elles le font à l'horizontale, mais de le faire en vertical et de construire elles-mêmes leur logement, alors plus ou moins accompagnés donc, sur ces plateaux, mais avec des structures qui, elles, soient stabilisées, voilà, avec différentes formules comme ça. Donc, voilà, toute cette pratique-là que l'on a donc depuis plusieurs années, qu'on a continué à développer. On parlait de République dominicaine. On est intervenu sur des quartiers extrêmement difficiles, hein, que tu connais bien, Mauricia, que ce soit la Ciénaga, donc un peu au centre de la grande communauté de Santo Domingo, ou que ce soit Los Platanitos, donc dans les quartiers du Nord. Et Los Platanitos, c'est un quartier absolument terrible en termes de conditions de vie. Et donc là aussi, pareil, comment arriver à partir de la connaissance de la population et du ressenti que l'on peut avoir du besoin de cette population, arriver à générer maintenant un nouvel aménagement et qui permette de développer donc, voilà, une meilleure qualité de vie. Et donc tout ce processus donc, que l'on a mené, que ce soit donc, en République dominicaine, en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout, y compris donc, en Polynésie française avec Urbis, où là encore c'est une autre façon d'appréhender les choses, font que on a un peu ce réflexe, et c'est peut-être pas évident, de questionner les documents officiels qu'on nous remet. Alors, autant quand on est dans des espaces très structurés, comme la France, comme etc., et donc quand on reçoit un document officiel, celui-ci est passé par 50 000 étapes, 50 000 filtres, et qui fait que quand nous, on le reçoit comme urbaniste, comme par exemple Franck, ou comme architecte, et donc du coup, on s'inscrit dans ce cadre, et on le fait naturellement. Or là, pour Mayotte, l'instabilité de l'espace a fait qu'on s'est véritablement interrogé sur la validité des chiffres. On a aussi une expérience. Hein, l'INSEE, cet institut national, avait prédit qu'en Guadeloupe, aujourd'hui, on aurait presque 500 000 habitants. Et bien, finalement, il y en a 380 000.
Vous voyez? Donc, voilà, ne pas prendre pour argent comptant donc, les choses et mener comme ça ces vérifications, ces investigations, donc non seulement au niveau donc, de toutes ces données qui nous sont transmises, et c'est Urbis, grâce à sa capacité informatique, est capable donc, de générer justement toutes ces interrogations. Et ensuite, donc ça c'est une première dimension, on pourrait dire statisticienne et technique, et puis il y a une autre dimension maintenant qui est l'appréhension du territoire, hein, quand on arrive sur un site, voilà, qu'est-ce qu'on considère qu'il faudrait faire, de quoi ce site aurait besoin, de quoi cette population aurait besoin, et ça c'est la dimension sociale urbaine. Oui, je voulais réagir donc, par rapport à ce que tu nous as présenté. Alors c'est vrai que c'est un territoire sous tension multiple. Il y a la tension démographique, la tension politique, la tension religieuse, ouais. La tension économique également. Et je me pose la question sur la réponse urbanistique qui, de ce que j'ai compris, a prévalu. Même si tu as parlé d'approche sociale, quand on sait que le mode de fonctionnement d'une famille mahoraise a des codes bien particuliers, avec la cour centrale, avec l'entraide générationnelle, etc. Est-ce que la réponse urbaine statisticienne et urbanistique, elle n'est pas réductrice, elle ne sera pas génératrice d'autres tensions. Tu as parlé d'une réponse verticale. On a à une toute autre échelle la même question à La Réunion, mais c'est vraiment rien du tout par rapport aux enjeux de Mayotte. Une famille mahoraise, une structure mahoraise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'elle va retrouver son compte? Je me questionne vraiment parce que j'ai l'impression que la réponse qui est une réponse qu'on t'a demandé, hein, qui a été demandée, c'est-à-dire de répondre par du pratico-pratique, c'est-à-dire comment je fais pour gérer un territoire avec autant de population et qui se développe très vite, oublie finalement qu'il y a au préalable des habitants, avec un mode de fonctionnement générationnel, religieux également, qui est très important et qui donne un mode de vie. Est-ce qu'il n'y aura pas un fossé? Est-ce qu'il n'y aura pas un décalage complet et une nouvelle tension finalement qui va se créer entre un territoire qu'on aura bien organisé, mais une population qui va être complètement déconnectée de ce territoire? Alors, merci Pierre pour cette question profonde, et, parce que c'est une question qui évidemment nous a un peu taraudé et qui a été aussi le fil de toute la démarche. Je m'explique. Dans le développement qui était prévu pour Petite Terre, il faut imaginer que, je ne sais pas, je vais reprendre l'exemple de Franck. Imaginez que sur ce petit espace à l'entrée de Saint-Laurent-du-Maroni, au lieu que ce soit Franck qui fasse le projet urbain, que ce soit voilà, un architecte, un urbaniste moins bon, et qu'on ait une unité de logement qui soit faite de façon classique, avec ces logements sociaux de béton, construits sur des parkings de bitume, et avec ces appartements, je veux dire, non adaptés et difficilement vivables. Vous imaginez que ce même territoire qu'a présenté Franck, ce qui pourrait devenir, et notamment ce qu'il pourrait devenir socialement, parce qu'on connaît tous hein, dans nos espaces, quand des cités ont été construites à droite et à gauche, finalement l'impact social qu'il y a eu sur ces aménagements. Franck nous a montré que voilà, il y a d'autres alternatives. Donc ça veut dire que cette qualité de l'aménagement, la qualité de l'architecture, doit accompagner l'ensemble du processus de création de l'espace. Nous, on se situe complètement en amont de ces démarches justement architecturales et urbaines. On est donc dans ce qu'on appelle donc les stratégies de développement de territoire. Et donc,
ce que l'approche un peu qu'a eu Franck, ou même l'approche aussi de Fred à l'échelle du bâtiment, de se dire, mais quelle est la place de l'agriculture? Quelle est la place de l'environnement? Quelle est la place justement pour bâtir? Comment est-ce que les gens vont pouvoir s'organiser? Ce sont les grands schémas que l'on a vus, comment les gens vont pouvoir s'organiser sur le territoire. Comment est-ce qu'on prépare globalement le territoire à ça? Et donc, en fait, c'est ce qu'on a montré. C'est-à-dire en partant des documents officiels où l'ensemble du territoire était envahi par les constructions, que ce soit officielles et classiques, ou que ce soit les constructions sauvages, on s'est dit maintenant, il faut absolument organiser ce territoire et essayer de contraindre les espaces de façon à laisser de la place pour l'agriculture, laisser de la place pour les espaces naturels et justement favoriser cet aspect-là. Maintenant, et c'était un peu le regret de Franck, c'est-à-dire que nous, on a fait ces grandes études stratégiques, donc au niveau de l'organisation, qui ensuite maintenant doivent être déclinées dans tous les règlements d'urbanisme, qui ensuite, après ça, seront déclinés dans les urbanistes et les architectes qui vont mener les projets. On voit qu'il faut vraiment qu'il y ait tout ce suivi. Même si les projets urbains, c'est-à-dire que si finalement la démarche globale qu'on a proposée pour Mayotte, globalement est maintenue, c'est-à-dire qu'il y a cette grande traversée est-ouest et ce grand corridor écologique principal depuis ce lac extraordinaire de Diani jusqu'à la côte ouest, et puis ces grandes continuités urbaines et le projet agricole qui limite les expansions urbaines, je dirais ça, ce serait déjà un plus de plus. Si maintenant, en plus, il y a des urbanistes sensibles, il y a des architectes sensibles qui arrivent à décliner. Par exemple, je ne les ai pas montrés, mais on a fait quelques propositions architecturales parce que quand le crayon te démange, il te démange jusqu'au bout. Et on a donc fait quelques propositions architecturales sur des modes d'intervention justement en ville, en milieu urbain. Et donc maintenant, ce sera aux architectes qui viendront et de pouvoir développer ces aspects-là. Et pourquoi est-ce que, par rapport à notre proposition, on est quand même un petit peu optimiste? C'est qu'on a vu que dans le bilan global, même en limitant toutes les expansions urbaines officielles qui avaient été décidées, rien qu'en se contenant aux espaces que l'on a définis, on n'a besoin que de 50% de cet espace-là pour pouvoir absorber tout le développement de Petite Terre jusqu'à 2050. Que 50% de cet espace. Ça veut dire que, on n'est pas non plus justement dans de l'hyperdensification, on garde encore une certaine latitude, justement, et pour pouvoir développer des modes d'habiter, justement, alternatifs et différents et sûrement mieux adaptés. Voilà. Des dernières questions, M. Brasselet et ensuite M. Torres. D'accord. Oui, Émile, bravo pour le boulot chirurgical qui a été fait aussi. On l'a fait en moindre mesure sur Margot parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais deux petites réflexions. J'étais, comme Lydia, vachement surpris de l'évolution de la démographie puisque on s'était fait exploser notre record national de Saint-Laurent de 7500 naissances par an à 9500 sur Mayotte. Donc tu as expliqué pourquoi c'était contrôlé maintenant. Et, tu as raison de comprendre les statistiques erronées qu'on peut avoir, etc. Et il y a deux autres séismes de magnitude 22 qui pourraient encore arriver sur Mayotte. Et comment c'est géré et anticipé? C'est la suppression du droit du sol qui a été annoncée par Darmanin pour la Guyane et pour Mayotte, qui est en train de mûrir très fortement. Et un autre projet mégawatt assez génial vu la démographie de Grande Terre, de transvaser l'aéroport international sur Grande Terre. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Qui bouleverserait complètement l'équilibre de ce que tu viens de présenter. Oui. Alors, alors, la première question, c'était sur le fait de remettre en cause les données statisticiennes. Alors, ça j'avoue qu'en tant qu'architecte et urbaniste, je n'en aurais pas été capable. J'aurais pu avoir des sentiments, justement comme toi, me disant, tiens, peut-être qu'il me semble que... Mais pour un service de l'État, ou quand tu viens contredire les chiffres de l'État, ça ne suffit pas. Donc justement, c'est ce groupement que l'on forme avec Urbis, justement sur cette connaissance fine, qui a permis justement de rétablir et de faire ces propositions donc de valeurs corrigées. Et on a vu comment c'est important, parce qu'en effet, l'impact sur l'aménagement n'est vraiment pas anodin. Vous savez, quand vous prenez un grand pays, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, même comme Saint-Domingue,
dire, bah, tiens, finalement, on a besoin de faire une opération et on va développer, on prend un petit morceau de terrain et puis on fait, on fait une zone d'habitat, on fait un projet urbain là. À l'échelle du territoire, ça n'a pas tellement d'impact. Quand vous êtes sur 10 km², l'impact est démultiplié. Quand vous le prenez à l'échelle, c'est énorme finalement. Gagner 2 hectares d'espace urbain pour les transformer en agricole, mais c'est faramineux d'arriver à faire ça. Ça correspondrait à des centaines d'hectares sur d'autres territoires, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que cette échelle, cette capacité à appréhender l'espace dans des micro-échelles était vraiment nécessaire. Voyez. Donc ça, il fallait absolument. Et donc, c'est pour ça qu'on est descendu aussi finement dans les données. Concernant l'aéroport, c'est un sujet de bataille à Mayotte que tu ne peux même pas imaginer. Alors, donc ça s'est beaucoup bataillé et normalement, la décision est stabilisée. Donc, depuis 2019-2020, l'aéroport ne sera pas transvasé sur Grande Terre. Parce qu'encore là, déjà, nous, on a pris en compte le fait que les administrations soient transvasées sur Mamoudzou et peut-être plus à l'ouest. Donc, on a intégré cette donnée-là dans nos données statistiques. Si maintenant l'aéroport, lui aussi, est transvasé, ça va évidemment donc générer encore des modifications. Donc, normalement, la décision a été prise de ne pas transvaser l'aéroport. Sauf qu'aujourd'hui, cet aéroport ne permet pas l'atterrissage de gros porteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver directement en gros porteur depuis la France pour atterrir à Mayotte, ou etc. Donc, on est obligé de passer soit par Nairobi, donc, soit par La Réunion, prendre un avion plus petit, et ensuite, après ça, atterrir à Mayotte parce que la piste est trop courte. Et donc, sur cette image... ah ben non, elle n'y est pas. Comment est-ce que je fais pour mettre l'image, là? S'il te plaît. Ben voilà, très bien. Et sur cette image donc, que vous voyez ici, donc on l'a représenté. L'option, parce qu'il y avait plusieurs options, on garde donc l'aéroport sur Petite Terre, et la piste actuelle, elle est là. Et l'option, c'était de faire une nouvelle piste plus longue, donc qui viendrait ici comme ça. Voilà. Et donc sur la mer. Voilà. Et alors donc, vous voyez hein, comment des fois on nous embête du côté environnemental dès qu'on touche à une roche, un arbre ou n'importe. Et puis là, par contre, comme il y a un besoin et que c'est l'État, donc du coup, voilà, on se permet de faire un aéroport sur la mer. Mais en tout cas, c'est l'option qui a été retenue. Et donc, en termes de dynamique économique, l'aéroport devrait rester là. Surtout que dans le projet de développement, parce qu'il y a déjà un embryon qui existe, dans la zone qui est ici, on a donc une zone de développement économique. Il y en a une près du port ici, dans le projet, et il y en a une autre autour de l'aéroport. Les zones, justement, on le voit un peu sur le schéma, toute la partie marina et transport maritime, donc justement, en développement se passe ici avec la connexion, un espace intermodal avec le métrocable et donc toute la zone portuaire. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à